Salut à toutes et à tous, Paul Sexas ne montera pas sur le podium du Tour de France dimanche soir à Paris, trop juste aujourd'hui dans le final de l'avant-dernière étape remportée par l'inoxydable guerrier équatorien Richard Carapaz. Mais le jeune lyonnais de 19 ans va terminer son premier Tour de France à la 4e place du général, comme la confirmation d'une belle promesse pour l'avenir. Autre grand bonhomme chez les Français, Lenny Martinez, au contact des tout meilleurs ce samedi, va finir très solide 5e d'un classement qu'il n'avait même pas prévu de jouer au départ. La France a vraiment deux incroyables talents. Et pour débriefer cette 20e étape du Tour de France, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'Équipe, qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir Julien Chénet. Bonjour Arnaud et bonjour tout le monde. Bonsoir Lucas Rinx. Bonsoir à tous. Et bonsoir à Thomas Perrotto. Salut tout le monde. Et c'est parti pour le 23e épisode de l'Équipe du Tour 2026. Et comme tous les soirs, avant de débattre notre traditionnel tour de table, quelle image retiendrez-vous de cette 20e étape du Tour de France? Thomas, à toi l'honneur. Plusieurs images, c'est celle des montagnes, des paysages qu'on a traversés aujourd'hui. C'était d'une beauté folle, il n'y a pas d'autre mot, entre la croix de fer, le Galibier, sa montée et sa descente, et même Sarenne, les derniers kilomètres comme on a pu voir à la télé. Il n'y avait pas un supporter, que la nature, pas un bruit. Quelques vélos après, mais sinon c'était remarquable. Et un petit coucou aussi à Éloi, deuxième journée sans de ce Tour de France. Il a fait une Adam Yates, comme on dit dans le jargon, on l'embrasse. Ça tombait au pire des moments, malheureusement. L'étape Rennes. Ouais, il a failli bâcher. Sarenne. Il a failli bâcher. Luc, ton image du jour. J'allais demander l'autorisation pour donner deux images, mais Thomas l'a fait s'est octroyé ce droit-là. Donc ma première image, c'est... Je te donne l'autorisation, Luc, si c'est ça que tu veux. La première image, c'est Mats Pedersen qui, dans la croix de fer, est lâché et il revient et il place une attaque pour aller reprendre l'échappée et sécuriser son maillot vert. Il nous a fait un tour vraiment fantastique. Et ma deuxième image, c'est Remco Evenepoel qui jette le vélo sur la ligne comme s'il était au sprint pour sécuriser sa deuxième place de l'étape. Et j'ai bien aimé cette image-là parce que ça montre un petit peu sa mentalité de ne jamais rien lâcher, un peu une mentalité de footballeur parfois aussi quand même, c'est beaucoup d'orgueil quoi. Mais j'aime bien le fait que voilà, même si c'est qu'une deuxième place, même si l'étape allait lui échapper, il a voulu montrer qu'une fois de plus il était hyper solide. Oui, et moi j'ai ressenti presque le fait qu'il soit dégoûté de pas avoir gagné, justement, de pas avoir pu rattraper Richard Carapaz. Moi c'est plutôt comme ça que je l'ai vu. Je vois la beauté. C'est peut-être un petit peu non, mais moi je conçois aussi que ça soit très très beau de voir Remco Evenepoel se battre comme un beau diable, mais je pense quand même qu'il était un petit peu déçu de pas avoir réussi à rattraper Richard Carapaz. Julien, ton image du jour. Je voulais parler des montagnes des Hautes-Alpes qui me tiennent à cœur, mais Thomas m'a devancé avec ce glacier des deux Alpes qu'on voit encore là depuis. On a une belle vue. Oui, on a un panorama extraordinaire ce soir, pour le sur la podcast. grue notamment. Aussi. Je l'avais un peu moins remarqué celle-là, mais elle est bien présente. Non, moi c'était plutôt la tentative des décathlons dans le col de Sarenne. On voyait que Paul Sexas était à la limite, et malgré tout ils ont essayé. Donc il n'avait pas les moyens de ses ambitions, mais il avait quand même ces prétentions-là, et j'ai trouvé ça beau à voir, même s'il sentait visiblement qu'il n'avait pas ce qu'il fallait ce jour-là, mais il a quand même essayé. C'était pas une véritable attaque, mais au moins on ne pourra pas dire il a pas tenté machin d'essayer de décrocher le podium. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez admirable comme tentative. Et avant de parler justement de nos Français, de Paul Sexat et de Lenny Martinez, comment ne pas rendre hommage à Richard Carapaz, le héros des Alpes? L'Équatorien est allé chercher une deuxième victoire d'étape en 3 jours après Orsières-Merlette. Il s'impose à l'Alpe d'Huez lors de l'étape Rennes, dans un scénario un petit peu fou dans le final, et même pendant une grande partie de l'étape, il a pu bénéficier entre guillemets de deux chutes de Sepp Kuss dans les derniers kilomètres pour le rattraper et aller s'imposer maillot à poids définitivement acquis à la clé. C'était Thomas, l'homme des Alpes. Il finit exténué, mais encore une fois, quel combattant. Ouais, 2 victoires, même hier il fait encore une 3e place, et quand on a vu cette échappée qui se formait peu à peu, on a senti qu'on était en 3e semaine parce qu'il y avait que des immenses champions, des guerriers. On peut rajouter aussi Sepp Kuss, Jay Hindley qui était là aussi, et Carapaz. Alors certes, il y a peut-être un petit concours de circonstances avec la chute de Sepp Kuss, mais même avec ça, on ne sait pas s'il ne serait pas allé le chercher. Il a été là tout le long. Voilà, un mental hors norme. Ce maillot à poids, il était sécurisé. Il avait déjà une victoire d'étape. Hier, je pense que toute la petite polémique autour de la montée de l'Alpe d'Huez avec Sepp Kuss et Lenny Martinez, ça a dû aussi lui trotter pendant l'étape. Donc qu'il aille chercher aussi cette victoire.
Luc parlait d'orgueil pour Remco Evenepoel. Je pense qu'il y a aussi un peu d'orgueil dans la victoire aujourd'hui de Richard Carapaz. Oui, c'est ça, revanchard, Luc, Richard Carapaz aujourd'hui, on imagine. Je sais pas si c'est revanchard, mais c'est aussi dans un état de flow, un petit peu une confiance gonflée à bloc par cette victoire il y a 2 jours, la quête du maillot à pois. Et en fait, d'ailleurs, que ce soit hier ou aujourd'hui, c'était l'objectif initial. Hein. Il se retrouve à l'avant pour sécuriser ce maillot. Et il va chercher l'étape par ce concours de circonstances. Mais quel plaisir de voir un Carapace libéré comme ça. Alors on le disait déjà dans l'autre podcast, je crois que Carapace en 3e semaine et surtout en fin de 3e semaine, il est souvent très très fort. Et là de le voir libéré du général et de pouvoir jouer un petit peu ses objectifs annexes, c'était vraiment génial. Charlie Végélus, son directeur sportif, tout à l'heure on en discutait et il disait que, alors évidemment il a eu sa préparation tronquée avec cette blessure, cette opération qui a fait qu'il n'a pas pu viser le classement général comme c'était prévu initialement. Mais il disait que finalement, c'est tellement dur de jouer une 6e, une 7e place. Et Carapace, il avait envie de faire un tour D'avoir de la on se liberté. souviendrait, Mmh. dont on se souviendrait. Et je pense que ce tour-là, on s'en souviendra. Ça, c'est sûr. On va s'en souvenir, et en plus il est 8e du classement général, donc finalement en courant de cette manière, Oui, il est pas si loin d'une 6e, 7e place. Carapace, son style, j'adore. On a l'impression qu'il attaque même quand il est en difficulté. Il est tout le temps en train de relancer sur son vélo. C'est ça aussi qui est intéressant avec lui, et j'allais y venir, Julien, il s'avoue jamais vaincu. C'est ça qui est fou avec Carapaz. Bah oui, on voit l'écart se creuser dans le col de Sarenne. 15 secondes, on se dit que c'est trop tard. Kuss a montré qu'il était plus fort et voilà, la course est pliée. Et malgré tout, il arrive à revenir. Mais je pense aussi, si Kuss tombe, c'est que Carapaz l'a poussé dans ses retranchements. Il savait que il avait un mort de faim derrière lui. Il tombe 2 fois Kuss, on va sans doute y revenir, mais il lâche jamais rien et il aurait pu gagner 3 étapes sur ce tour. Ça l'a pas fait hier, ça l'a fait aujourd'hui. Bravo à lui. Alors, petite précision linguistique, c'est un meurt de faim et non un mort de faim, parce que s'il est mort de faim, il est déjà mort. Merci Thomas. Puisque tu sembles vouloir parler de Sepp Kuss, alors j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais il termine 3e de l'étape à 31 secondes. C'est vrai que ces 2 chutes qu'on voit dans le final de Sepp Kuss, il y en a une d'ailleurs, il chute, heureusement il y a des filets au bord de la route. C'est quoi? C'est un manque de lucidité de la part de Sepp Kuss dans le final d'avoir chuté comme ça, alors que la victoire semblait quand même lui tendre les bras, même si on l'a dit, Richard Carapaz derrière était meurt de faim. J'ai pas pu parler avec le staff de Visma ou entendre les déclarations de Sepp Kuss, mais l'impression que j'en ai, c'est effectivement oui, les efforts consentis pour s'échapper, prendre une dizaine, quinzaine de secondes, forcément qu'à un moment vous le payez, non pas forcément que dans les jambes, mais aussi dans la tête, et que le moindre petit détail peut faire un peu sortir d'une ligne, être moins vigilant, être moins attentif, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé, mais je crois que tu avais aussi un peu... Notre collègue, alors moi je suis allé voir Marc Riff, le directeur sportif qui était derrière et qui n'a pas vraiment compris ce qui s'était passé, mais notre collègue Pierre Mingeot qui a pu discuter avec Sepp Kuss, Kuss avait concédé que c'était tout simplement un manque de lucidité. Je pense qu'il a puisé profond pour distancer Carapace. Il essaie de maintenir l'écart avec Richard Carapace, c'est ce qu'il disait dans sa déclaration. Donc clairement, oui, c'est l'Équatorien qui l'a poussé, on va dire, à la faute. Bon, et l'Équatorien qui remporte donc le maillot à pois, qui n'est pas galvaudé quand on voit donc les 3 étapes dans les Alpes. C'est vrai que parfois on a pu se dire le maillot à pois, enfin en tout cas ces dernières années, où il y a peut-être une dizaine d'années, c'était une bataille un peu bizarre, et c'était pas forcément un grand grimpeur qui était récompensé. Là, c'est un grimpeur, Thomas, qui déjà, moi, j'ai cette image quand même, quand tu le vois grimper, ça me fait penser vraiment aux forçats de la route, quoi. Il a quelque chose de vraiment passionnant dans sa façon de monter. Julien, oui. C'est un Carapaz, on peut dire. Il a été impressionnant parce qu'on l'a dit plusieurs fois aussi dans ce podcast, le maillot à pois, on l'avait promis à Tadej Pogačar, parce que Pogačar a enchaîné les succès, 5 en tout, plusieurs en montagne, donc la logique aurait voulu que Pogačar accumule les points, donc ça veut dire que Carapaz, il est vraiment allé le chercher avec les dents, ce maillot. Il y a 2 jours, c'est Valentin Paré-Pinte qui passait en tête de tous les cols, mais Carapaz était là juste derrière, et on l'avait dit, c'était économisé, c'était lui qui finalement était allé s'imposer, et aujourd'hui c'est pareil, il a pris quand même beaucoup de points au sommet, et les derniers points qui lui manquaient, donc ça aussi je pense que ça lui a donné un surplus
d'âme, de jambes, je sais pas comment on peut résumer ça, mais oui, ce maillot, il est pas du tout galvaudé. La performance de Carapace sur ce Tour de France, elle est impressionnante en montagne. Et on parlera un petit peu plus tard du prix du super combatif également, parce que Richard Carapace, j'imagine, fait partie des coureurs qui pourraient être justement récompensés demain par ce prix de la combativité. On en reparlera un tout petit peu plus tard, parce qu'on va parler également de Mats Pedersen, qui lui aussi a quand même fait des choses assez incroyables. Juste après, donc, le fait de parler de nos Français, puisque la France a deux grands talents pour l'avenir. Ils sont deux jeunes coureurs à terminer dans le top 5. Sexas 4e, Lenny Martinez 5e, avec malgré tout un Paul Sexas un petit peu en dedans aujourd'hui, qui après avoir fait rouler son équipe pour tenter de déloger Del Toro de sa 3e place, a finalement craqué, j'ai envie de dire presque pour la première fois depuis le début de ce Tour de France, à 2 km 600 du sommet du col de Sarenne. Ça a été dur aujourd'hui dans le final pour Paul Sexas. C'était peut-être le col de trop, Thomas. Oui, il l'a dit, mais déjà hier en fait, qu'il avait passé une journée éprouvante et que c'était la plus dure de sa vie sur un vélo. Étonnamment, aujourd'hui, c'est très bien senti dans la Croix de Fer et jusqu'au Galibier, et c'est à la fin que ça a craqué, l'enchaînement des cols hors catégorie ayant fait son œuvre. Il était déçu quand même, ça c'est aussi, je trouve assez intéressant en fait à analyser comme réaction. Voilà, le mec a 19 ans, il fait 4e du Tour, et il arrive quand même à dire que lui ce qu'il voulait c'était le podium, donc forcément il y avait de la déception. Je pense que dans quelques jours, quand il se retournera sur ce qu'il vient de faire, il sera satisfait, je pense, mais aujourd'hui oui, clairement il en manquait dans le réservoir par rapport à d'autres coureurs, et oui, il a craqué, et en même temps il aurait pu craquer bien plus que ça peut-être. À un moment on a commencé à regarder un petit peu les écarts avec la 5e place de Lenny Martinez. Paul Sexas s'est quand même arraché pour terminer. Oui, juste avant de reparler un petit peu de ça, de sa journée, de la journée Décathlon CMA-CGM, juste pour remettre dans le contexte, 4e du Tour à 19 ans, tu l'as dit, c'est exceptionnel. C'est le plus jeune coureur du Tour depuis 1937. Enfin, je sais pas si on se rend bien compte. Faut pas que les gens soient déçus, quoi. C'est ça qu'il faut bien faire comprendre, c'est que être 4e quand on s'appelle Paul Sexas aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je le redis encore, Julien. Oui, mais après lui il est déçu du résultat. Donc oui, non, mais être moi je déçu parle plus du grand public. Oui, bien sûr. Faut pas avoir des attentes démesurées dès ce Tour de France pour Paul Sexas. Finir 4e, comme tu l'as dit Arnaud, c'est exceptionnel. Paul Sexas, il n'est pas habitué à ne pas remplir ses objectifs. En général, il se fixe quelque chose, il arrive à cocher mais quel la était case. l'objectif ? C'est devenu le podium. Il espérait, je pense, dans un coin de sa tête. Affirmé, cet objectif. Il n'a pas été affirmé, mais je pense que en lui-même, vu ce qu'il a montré en début de saison, il avait très envie de se frotter pour la première fois à Vingegaard. Il devait être curieux de savoir à quel point il pouvait accompagner Pogačar. Après, il y a quand même l'élément de sa chute sur le Dauphiné qui a largement perturbé, on va dire, son approche du Tour. Et dans ces circonstances, faire 4e, franchement, c'est assez énorme. Encore aujourd'hui, même s'il n'avait pas des super jambes dans sa reine, je reviens sur mon image, le voir quand même essayer d'imprimer un tempo avec Nicolas Prodhomme qui était absolument monstrueux. Il continue à passer des paliers. Et pas qu'aujourd'hui. Et pas qu'aujourd'hui, alors que c'est pas le coureur le plus talentueux sur le papier. Et il a réussi à franchir les caps année après année. Enfin, on pourra en reparler beaucoup encore. Et puis Riccitello qui a enfin, on va dire, montré apporter l'aide qu'on pouvait espérer pour Paul, même s'il était dans l'échappée. Donc oui, il y a beaucoup de positifs à tirer de ce Tour. Et puis, juste pour finir, c'était la première fois qu'il affrontait autant de dénivelé sur une étape. Donc c'était encore une découverte aujourd'hui pour lui. Et en fin de 3e semaine. Juste un mot, Thomas, de la formation Décathlon CMA-CGM qui finit très très bien son tour. Après 3 semaines, on les a vus donc présents aujourd'hui. Tu parlais de Riccitello, de Prodhomme et de Sexas. Véritablement, ça, j'imagine que c'est quelque chose aussi qui a donné un surplus de motivation dans ces derniers jours, même si là aujourd'hui c'était un petit peu compliqué. Oui, Nicolas Prodhomme l'a dit, Tige Benoît aussi, Aurélien Parépin, t'as pu le dire pendant ce Tour de France. En fait, d'avoir un mec comme Paul Sexas qui joue le général, qui montre l'exemple comme ça tous les jours, qui essaie d'aller chercher un top 5, un podium, chacun en a fait beaucoup plus que d'habitude, et Julien l'a souligné, le collectif aujourd'hui il est impressionnant, mais comme il était déjà aussi hier, c'est un peu le même scénario en fait. Décathlon avait mis 1 ou 2 satellites, en l'occurrence aujourd'hui c'était surtout 1 avec Mathieu Riccitello à l'avant de la course, histoire d'avoir une course par échelon pour voir que Paul Sexas puisse s'appuyer sur des coéquipiers. C'était la grosse inquiétude ou le gros point d'interrogation en début de Tour de France, de dire voilà, Paul Sexas, oui, on connaît son immense talent, mais est-ce qu'il sera suffisamment entouré pour exister au milieu de cette meute de favoris? Et là, on est au soir de la 20e étape, et je pense que c'est pas usurpé de dire que oui, Décathlon a répondu présent avec ces coureurs-là. On a vu c'est Dan Houleux encore hier, je crois qu'au sommet de la 2e bosse, il est encore là alors qu'il fait plus de 80 kilos. C'est ce que
Paul Sexas a souligné. Donc voilà, d'avoir ces coureurs-là qui peuvent hausser leur niveau, c'est hyper important pour la suite. Est-ce qu'on peut dire, Luc, que la troisième semaine finalement a été très bien gérée? C'était l'une des grandes interrogations autour de Paul Sexas, à l'exception encore une fois d'aujourd'hui où il perd 2 minutes, mais enfin je crois qu'il termine quand même dans le top 10 de l'étape. J'ai pas compté le nombre de top 10 qu'il a fait depuis le début du Tour de France sur les étapes, mais c'est juste incroyable. Est-ce qu'on peut dire, Luc, que cette troisième semaine a été bien gérée? Ouais, souvenons-nous je pense du tout premier podcast qu'on a fait sur ce Tour de France où on se demandait les objectifs et les attentes qu'on pouvait avoir envers Paul Sexas, et on se disait déjà que finir le Tour plutôt en bonne santé, sans être cramé comme certains le craignaient, alors que effectivement on se doutait que le staff, toutes les données de puissance, les stages qu'il avait pu faire de 3 semaines en altitude, etc., donnaient des gages de confiance par rapport à ça. Et je pense qu'il finit cette semaine-là sans être non plus... il finit avec Ayuso par exemple, un Ayuso qui termine moins bien, mais un Ayuso qui a l'expérience des grands tours. Del Toro, il a aussi un grand tour de plus dans les jambes, donc voir Sexas craquer aujourd'hui, c'est pas non plus une immense surprise. Évidemment, on aurait aimé pouvoir vibrer encore un peu plus, voir dans les derniers lacets de l'Alpe d'Huez, Sexas tenter quelque chose, mais comme le disait Julien, il a aussi tenté de changer de rythme dans Sarenne, donc je pense que on peut être satisfait de cette dernière semaine. Julien. Et le match était un peu biaisé avec la présence de Pogačar en super équipé pour Del Toro. Oui. Même si une cassure s'était créée et qu'on s'était aperçu que Sexas était supérieur à Del Toro, Pogačar aurait roulé derrière et aurait pu très bien ramener Del Toro sur le français. Un dernier mot sur Sexas, parce que c'est important de le répéter, notamment pour ceux qui peut-être n'étaient pas avec nous à l'écoute il y a quelques jours quand on en a parlé. Mais on les invite d'ailleurs à écouter tous les épisodes s'il faut. Tous les podcasts. Un tour de 3 semaines, c'est franchir un cap quand on le fait pour la première fois, Thomas. Et là, clairement, il a franchi ce cap et bien franchi. Ça va être presque un autre coureur maintenant. Oui, il y avait forcément un aspect nouveauté. Et puis il a appris en fait en 20 étapes, 21 si on compte celle de ce dimanche. Tous les jours, il a franchi des paliers. Et au-delà de ça, je pense que c'est surtout une confiance en lui qui va se développer encore plus. Parce que je pense que quand il regardait les données avec son entraîneur, sa récupération, il savait qu'il était sûrement dans le match. Mais il y a une différence entre l'imaginer avec des chiffres et des éléments et le vivre dans le tourbillon du Tour de France avec la pression médiatique que ça impliquait, le monde qu'on a vu dans l'Alpe d'Huez, dans le col du Hag, et là il a vu c'était fait pour lui quoi. Julien. Oui, juste pour les chiffres, donc j'ai regardé le nombre de top 10 de Paul Sexas. Notre statisticien. Donc 9 sur ce Tour de France, 6 fois dans le top 4 et 2 podiums. Donc une régularité vraiment impressionnante. C'est assez impressionnant, ouais. Après, je suis curieux de voir comment il va récupérer de ce premier tour. Il a l'air quand même particulièrement fatigué en cette fin de 3e semaine. Son teint était quand même assez livide. Il a le temps pour récupérer. Oui. Il a le temps, bien sûr. Au Canada, c'est ça ? Au Canada, exactement. Bien sûr, il a le temps de récupérer, de refaire le plein d'énergie, mais on va voir l'impact que ça va avoir sur son corps à 19 ans, un grand tour et l'intensité d'un Tour de France. Luc, tout dernier mot là-dessus, il faut qu'on avance. Mais dans la gestion des à côté, je voulais dire qu'il a eu un tour parfait finalement, parce qu'en fait, il n'y a eu aucun revers sportif majeur, aucun problème dans son équipe. Tu l'as dit Thomas, il a réussi à fédérer autour de lui, donc même dans la gestion médiatique, finalement, il n'a jamais eu, je pense, de questions embêtantes ou de crises à gérer, et donc ça, je pense que c'était la première expérience parfaite pour lui. Et le grand paradoxe de ce tour côté français, c'est qu'il n'y a pas eu de victoire d'étape, et on s'attend à ce qu'il n'y en ait pas, et que ça soit la première fois depuis 1999. Gardons espoir demain. Gardons espoir, ou à moins qu'on naturalise Mathieu Van Der Poel, mais ça, je suis pas sûr que ça soit possible en 24 heures. Il va y avoir 2 Français dans le top 5, donc 3 Français dans le top 10, Sexas 4e, Martinez 5e, Gégat 10e. Je voudrais juste quand même qu'on parle de Lenny Martinez, parce qu'on l'a bien arrosé hier dans ce podcast. Il a été au contact des tout meilleurs. Lui n'a pas craqué à 2 km 600 justement du col de Sarenne. Alors je sais pas qui c'est qui veut prendre la parole là-dessus, mais vraiment aujourd'hui il a été impressionnant, Lenny Martinez. Aujourd'hui il a fait une course de coureur qui jouait le classement général. Oui. Et là, voilà. Non, mais hier, on a fait on a fait le débat là-dessus sur le fait qu'il jouait le général, mais il était parti dans l'échappée. Aujourd'hui, il s'est accroché très longtemps. Il m'a impressionné au moment où, justement, Paul Sexas est lâché par le groupe, on va dire, Evenepoel, Pogačar, Del Toro, et Lenny Martinez a tenu beaucoup plus longtemps. Julien en parlera mieux que moi là-dessus, mais je pense qu'il a effectivement franchi un cap dans sa carrière, parce que quand tu finis 5e du Tour, avec l'adversité qu'il y a aujourd'hui, je l'imagine pas revenir en 2027 et ne pas dire que
il jouera également le général. Julien? Je pense qu'il va y avoir vraiment un avant et un après pour lui dans sa carrière. Il n'imaginait pas du tout jouer le général avant le Tour de France. Il a eu du mal à y croire en cours de tour. Il y a une bascule qui a été faite à partir de la 6e étape au Tourmalet où il s'est accroché dans le groupe des favoris. Mais là encore, il a fallu qu'on lui dise mais regarde, t'es quand même très fort. Et là, par exemple, aujourd'hui, Roman Kreuziger, dans l'oreillette, n'a pas cessé de lui dire mais regarde, tu fais partie des 4 plus forts de ce Tour de France. Quand Sexas était un peu décroché, tout ça, il avait du mal à y croire et il a fini même par se dire lui-même ah bah oui, t'as peut-être raison. Donc il y a un vrai paradoxe avec lui, c'est qu'il arrive à montrer sur des grandes journées qu'il peut être du niveau des tout meilleurs, voire parfois accompagner Pogačar comme on l'a vu sur le Tour de Romandie. Et pourtant, il a du mal à se convaincre que bah oui, il fait partie de cette caste-là. Ou pas loin en tout cas. Et du coup, là, il s'est prouvé qu'il pouvait le faire et en plus trouver cette constance. Lui, ça lui faisait peur en fait le Tour de France. Il disait ça roulait trop vite. Enfin, il avait un rapport particulier avec cette course. Et là, il a pu voir que ouais, il pouvait répondre présent et pourquoi pas viser un classement général. Donc ça, c'est très prometteur pour la suite. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la jeunesse de Sexas, mais Martinez, lui aussi, on a le sentiment qu'il a une belle marge de progression. Il a que 23 ans. Lenny Martinez, on le présenterait presque comme un vieux briscard parce que ça fait quelques années qu'on en parle, mais il n'a que 23 ans, Luc. Ouais, il a une progression peut-être plus logique ou du moins plus d'une autre époque. Classique, on va dire. Classique, voilà, par rapport à un Paul Sexas. Mais ce qui m'a impressionné aussi aujourd'hui, c'est que Martinez, on l'a vu gagner de très grandes courses, des très belles courses sur des montées sèches avec son explosivité. Et aujourd'hui, c'était une pure étape de montagne avec des longs cols où ça montait au train. Et il s'est jamais affolé et notamment dans Sarenne, il fait une très belle gestion de sa montée parce que il perd un petit peu le contact et il arrive à revenir progressivement. Et même là, mentalement, c'est vrai qu'il m'a impressionné. Est-ce qu'on peut imaginer les deux se tirer l'un vers l'autre, Paul Sexas, Lenny Martinez, se tirer vers le haut, je voulais dire plutôt Julien? Non, je pense pas que ce soit un moteur pour Paul Sexas. Je pense pas que ça en soit un aussi pour Lenny Martinez. Chacun a son propre plan de carrière. Lenny Martinez va peut-être enfin songer à jouer des classements généraux, mais il a d'autres qualités qui peuvent lui permettre de... Lui, ce qu'il adore vraiment, c'est gagner des courses, même sans que ce soit forcément des grandes. Quand il gagne la Japan Cup, je crois l'an passé, il était aussi heureux que s'il avait gagné n'importe quelle autre course, quoi. C'est un gagneur. Mais là, ça lui met voilà l'idée, comme je l'ai dit juste avant, qu'il peut jouer les classements généraux. Il semblerait quand même que l'émergence de Sexas lui a permis aussi de réaliser ce tour-là et d'arriver avec beaucoup moins d'attentes qu'il en avait eu les 2 dernières saisons où tout avait capoté quand justement on voulait le voir au contact des leaders et qu'il représentait l'un des principaux espoirs français sur le Tour de France. Et là, le fait d'avoir Sexas, finalement, il est arrivé un petit peu sous les radars sur ce Tour de France. Enfin, on en a très peu parlé jusqu'à cette dernière semaine où il vient décrocher ce top 5 assez improbable. Un mot du 5e sacre à venir de Tadej Pogačar. On aura largement l'occasion d'y revenir demain dans le dernier épisode de ce podcast, de cette saison 4 du podcast. Mais il va donc égaler les plus grands avec 5 Tours de France, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil ou encore Miguel Indurain puisqu'ils ne sont que 5. Juste un mot, au-delà du fait de parler de Pogačar, juste sur le travail qu'il a abattu Thomas pour Del Toro, pour sécuriser la 3e place de Del Toro avec les petites cornes de taureau à la fin justement sur la ligne. Il y avait eu un papier de notre confrère Johan Aubois pendant ce Tour de France où il écrivait que Tadej Pogačar n'avait jamais été aussi heureux sur ce Tour de France 2026 par rapport aux autres années. Et quand on voit la manière dont il passe la ligne, comme tu l'as dit, avec cette petite célébration avec Del Toro, honnêtement, c'est chouette à voir. Ça veut dire qu'il kiffe totalement ce qu'il fait, qu'il est venu ici, alors détendu, c'est un grand mot, mais en tout cas serein que l'année dernière. Ouais, serein sur 3 semaines. Il n'y a pas eu d'accro véritable. Je pense qu'au fond de lui, ça lui fait vraiment très très plaisir que Del Toro soit maillot blanc et 3e du Tour de France. Il l'a aidé aujourd'hui comme il a pu l'aider les derniers jours, et après sur sa performance, voilà, 5 étapes en attendant peut-être une 6e demain, une avance qui est écrasante face au 2e, 3e du général. Il est sur une autre planète tout simplement. En fait, il est tellement au-dessus qu'il peut se permettre aussi d'avoir ce détachement. J'ai l'impression qu'il a expédié les affaires courantes, c'est-à-dire sécuriser son 5e tour, et qu'ensuite il a pu s'amuser un peu et aider son petit copain à obtenir le résultat qu'il faut. J'avais peur un peu de cette étape, de voir un Pogačar en mode équipier avec le maillot jaune.
une attitude un peu blasphématoire en fait au vu de ce poids qu'a ce maillot. On est le meilleur coureur Geraint du Tour. Thomas emmène au sprint avec le maillot jaune sur les champs, c'était C'était une belle image, mais sauf que là, Pogačar, c'était le meilleur aujourd'hui. On aurait aimé le voir gagner l'étape Rennes et j'aurais bien aimé le voir attaquer dans le Galibier, gagner avec 6 minutes d'avance, quoi, et marquer l'histoire et montrer vraiment à quel point il domine le cyclisme à travers la scène du Tour de France. Je suis pas sûr que ça aurait été très bien vu par tout le monde, mais bah oui, mais en même temps, il aurait mais été c'est un totalement problème capable aussi. de le faire. Je suis persuadé que fou des autres. Oui, on s'en fout des autres. Mais juste pour finir, et au final, j'ai trouvé ça finalement assez palpitant de le voir comme ça, mettre autant d'entrain à faire le train justement pour Del Toro et l'amener aussi loin que possible. L'une des images du jour, c'est l'abnégation aussi de Mads Pedersen qui a couru après les échappées dans l'ascension hors catégorie de la Croix de Fer. Il est passé avec plus d'1 minute de retard, puis a fait une descente de dingue pour finalement reprendre tout le monde et se payer le sprint intermédiaire. 25 points de plus dans sa besace et la certitude de ramener le maillot vert pour la première fois de sa carrière s'il franchit la ligne d'arrivée à Paris dimanche soir. J'ai qu'un mot, Luc, chapeau. J'ai pas de mots pour décrire ce qu'on a vu ces 3 derniers jours. Après Voiron, il s'en voulait énormément d'avoir perdu autant de points sur Jasper Philipsen, qu'il avait fait revenir dans cette échappée et qu'il avait battu. Et derrière, il s'était projeté sur ces 3 journées de montagne où les sprints intermédiaires étaient placés assez tardivement, après des grands cols. Le premier jour, on se disait pourquoi pas. Parce que certes, le sprint était placé assez loin, mais on était sur des ascensions de 2e, 3e catégorie, il allait le faire. Le soir, j'étais allé voir son directeur sportif, Steven De Jong. J'avais dit, bon, là, c'était le jour le plus facile, mais les prochains jours, quand même. Il dit, non, il n'y a pas de jour facile. Les 3 sont tout aussi difficiles. Le lendemain, bam, il y retourne, il va chercher les 25 points. Et aujourd'hui, franchement, il n'y a pas un monde en montant la Croix de Fer où j'imaginais résister Non, mais à cette surtout la façon dont il l'a monté, quoi. et la façon dont il monte, et en plus avec Ayuso qui lui tire un petit peu une balle dans le pied parce que son coéquipier place l'attaque et initie cette échappée qui monte très fort et qui fait que le peloton monte aussi trop fort pour lui et il va la chercher. Alors ça démontre une fois de plus que c'est bien plus qu'un sprinter, que c'est même un coureur de classique avec des qualités en montagne et même en altitude surtout qui sont assez impressionnantes. Pogačar a eu une question là-dessus, d'ailleurs c'était même la toute première question qui lui a été adressée en conférence de presse. Il saluait aussi le caractère spectaculaire de ce coureur et il prenait pour exemple aussi en 2020 un travail de Mads Pedersen. Alors je crois que c'était dans le Tourmalet pour Richie Porte. Et Pogačar est resté presque traumatisé par cette image de voir un sprinter emmener le groupe maillot jaune à ce moment-là dans un col hors catégorie, quoi. Si le sprint intermédiaire il est à l'Alpe d'Huez, Mads Pedersen il est sur le podium à l'arrivée ce soir. En fait, je pense qu'au-delà de ses qualités physiques, c'est aussi juste une force mentale, mais qui est hallucinante et qu'on a rarement vu des... Alors on en parle beaucoup, je pense, depuis ce début de tour, avec tous les vainqueurs. À chaque fois, on parle de ses facultés mentales, mais Pedersen, il incarne quelque chose et tous ses équipiers, tous ses directeurs sportifs vous le diront, il incarne quelque chose vraiment de ce point de vue-là qui est impressionnant. Julien. Je crois que on n'a jamais vu un maillot vert aussi combatif pour le remporter, quoi. Alors justement, super combatif ou Richard Carapaz? Ça c'est la grande question. Thomas, là on a quand même 2 grands guerriers. Pour moi, il n'y a pas de débat, c'est Mads Pedersen parce qu'on l'a vu à l'œuvre tout le temps, sur les sprints, dans les échappées, pour une victoire d'étape. Aujourd'hui en montagne, Richard Carapaz ferait un magnifique super combatif, mais aujourd'hui, Mads Pedersen, sur les 20 premières étapes, il est dans une autre catégorie. Ok. Je suis pas. Je pense qu'il y a débat. Il y a débat, ouais. C'est le seul en montagne qui a osé attaquer Pogačar. L'étape du Lioran, s'il y a pas Carapaz, ça fait une procession et on attend Pogačar qui punit tout le monde dans le Pertus. Il n'a jamais cessé d'attaquer pour à la fois les étapes et le maillot à poids. Il a rien à rougir malgré ses poids. Carapaz c'est un super combatif et Mads Pedersen c'est un super combatif. Carapaz c'est le super combatif des 2 dernières semaines, mais si on prend le tour dans sa globalité, je crois que je rejoins plutôt Thomas, puisque Pedersen on l'avait vu aussi à l'avant sur cette étape dans les Pyrénées, cette étape pour Baroudeur, et on l'avait vu jouer les sprints intermédiaires absolument tous les jours de ce Tour de France. Bon, on peut au moins s'accorder. Et c'est pas du tout une critique de Richard Carapaz d'ailleurs, c'est vraiment tout ce qu'il a montré, et Carapaz est largement au-dessus de tous les autres. Ne comparons pas. Je lui rapporterai, il le prendra très mal, avec toute l'estime qu'il te porte. Bon, je suis sûr qu'on va se mettre d'accord sur le fait, en tout cas, qu'on est ravis, au-delà des champions du classement général, d'avoir ce genre de champions, et en particulier ces 2 champions-là qui nous ont clairement animés cette dernière semaine, et même plus pour ce qui concerne Mads Pedersen. Merci Julien, merci Thomas, merci Luc, je vous dis à demain. Moi, je vous parle tout de suite de la 21e étape du Tour de France.
Dimanche 26 juillet, dernière étape de la 113e édition du Tour de France avec la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées à Paris. Une étape dont le parcours a été modifié en raison des incendies en Gironde et de la mobilisation des services de secours sur ces feux. Finalement, pas de départ à Thoiry, mais directement depuis les Champs-Élysées pour un total de 89 km à parcourir au lieu de 132. Une étape où, comme l'an passé, le peloton devra grimper à 3 reprises la côte de Montmartre. Le succès avait été tel l'an passé lors de l'introduction de cette difficulté dans le parcours que l'organisation n'a pas hésité une seconde à la remettre au programme. Petit changement tout de même. Son dernier franchissement ne se fera pas à 6 mais 15 km de l'arrivée. De quoi donc imaginer les sprinteurs pouvoir peut-être organiser la poursuite pour se disputer la victoire sur les Champs-Élysées, mais seront-ils encore en mesure de le faire? Les punchers comme Mathieu Van Der Poel ou Romain Grégoire parviendront-ils à se faire la malle comme l'avait fait l'an passé le Belge Wout van Aert? Tadej Pogacar voudra-t-il inscrire cette étape mythique à son palmarès? Réponse aux alentours de 19h30 et nous on se retrouvera juste après pour un dernier épisode de la saison 4 de l'équipe du Tour. Un podcast réalisé par Mathieu Roclago, disponible sur l'appli d'équipe et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain.